Et bonsoir à toutes et à tous, grand merci d'être au rendez-vous. C'est Quelle Comédie, l'émission qui chaque lundi jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. On y parle de spectacles, nouvelles productions comme reprises, on parle aussi des ateliers, du bureau des lectures, de la création, de l'académie, du programme du bac ou encore, comme ce soir, des tournées. Car la comédie française se trouve place Colette, à Paris, ici même. Sa troupe joue non seulement salle Richelieu, mais aussi au studio théâtre sous la pyramide du Louvre et puis au théâtre du Vieux Colombier, juste de l'autre côté de la Seine, ainsi qu'à Caen, Dijon, Monaco, La Rochelle, Aix-en-Provence, Avignon, Château-Vallon ou New York, Londres, Moscou, Épidore et j'en passe. Et oui, où que vous soyez, vous pouvez sans doute, sans aller trop loin, au gré des sorties des abeilles de la ruche, rencontrer, n'est-ce pas, un essaim plein de fougue et de caractère, la troupe. Ça me trouble, la troupe de la comédie française. Bonsoir Elsa Le Poivre. Bonsoir. Et bonsoir Baptiste Manier. Bonsoir. Baptiste, vous êtes le directeur adjoint de la production ici même, Elsa sociétaire depuis 2007, mais si jamais on se met à remonter un petit peu le temps et qu'on arrive en 2003, le moment où vous êtes entré au Français, je me demande si jamais cette année ne rime pas avec tournée. Est-ce que ce serait pas avec une tournée que vous êtes entré justement en français? Si. Marcel Bozonnet et Jacques Lassalle, à l'époque, m'ont contacté pour me proposer d'être pensionnaire dans la troupe avec le rôle d'Elvire dans Don Juan. Et donc, c'était s'engager pour 7 ou 8 mois de tournée. Donc, je n'ai pas franchi Richelieu avant quelques mois. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Je veux dire, c'est une manière de rentrer à pas feutrer ou pas. Comment, enfin, je veux dire. Non, j'avoue que moi, j'étais déjà. Donc, j'avais été 6 ou 7 ans intermittente en sortant du conservatoire, et puis j'avais déjà fait des grosses tournées en fait, et j'avais déjà fait une grande tournée internationale avec Jacques Lassalle. Donc. Et Andrzej Seweryn dans Le Misanthrope. C'était une tournée de Vidi-Lausanne avec René Gonzalez à l'époque. Et puis donc ça faisait un petit peu une continuité finalement. Je retrouvais Andrzej dans Don Juan, je retrouvais Jacques. Donc pour moi, puis moi j'adore ça les tournées, donc je me sens pas du tout exclue. Loin de là, au contraire, je me disais c'est un bel engagement avec un superbe rôle surtout. Enfin moi je me disais j'ai de la chance. Enfin on me proposait Elvire dans Don Juan, magnifique. Enfin voilà. Et est-ce que ça changeait justement de tourner avec le français? Alors vous nous dites que c'était assez semblable à cette tournée que vous aviez déjà faite avec Jacques Lassalle, mais ces années que vous avez pu passer aussi dans des compagnies qui sont peut-être plus souvent sur les routes, est-ce que finalement on retrouve un peu les mêmes choses, ou quand on tourne avec la comédie française c'est différent? Les compagnies avec lesquelles je travaillais étaient aussi beaucoup c'était des CDN, oui, ouais. C'était des théâtres de région et tout ça. Donc non, ce qui différait, j'ai une anecdote avec Simon Haine justement, parce que on était arrivé, je crois que c'était en Russie, il me semble que c'est Moscou. Et comme j'avais déjà joué le Misanthrope là-bas avec Andrzej, qui est une star là-bas, j'ai retrouvé les traductrices, Elena en l'occurrence, à qui je pense beaucoup, et puis qui m'accueillait, mais je les avais vus l'année d'avant, donc j'avais même un petit coup d'avance en jeune pensionnaire sur mes camarades de troupe, et les sociétaires viennent de Simon Haine me disant mais t'es connu ici? Je dis non mais je suis venue l'an dernier, et comme ils sont très très chaleureux, et puis qu'il y a comment dire, un respect de l'acteur assez sacralisé. Donc c'était un événement, et je me souviens de cette sensation de me dire dites-moi, j'ai déjà fait des trucs. Et non, par contre, ce qui change en effet, c'est le rapport à la troupe. C'est-à-dire que j'ai mesuré à ce moment-là les hiérarchies, les statuts des uns des autres, même s'il y avait pas de caricature, loin de là. Mais c'était il y avait quand même des protocoles, des choses comme ça que je découvrais, pour le coup, que je n'avais jamais côtoyé. Enfin, voilà. Le statut d'un sociétaire avec un pensionnaire n'est pas le même dans le traitement des chambres, dans tous ces trucs-là. Alors, on avait un petit peu ça. Oui, voilà, on a ça avec les loges, ou les loges dans les théâtres, exactement. Après, on avait un petit peu ça avec les acteurs plus ou moins âgés, ou les rôles titres. Il y avait ça. Mais là, il pouvait y avoir un sociétaire qui avait pas forcément un grand rôle et qui était choyé. Alors ça, c'était surprenant de me dire tiens, c'est ça le système. Ouais, c'est ça le système. Et c'était une tournée qui avait eu lieu à la fois en France, Suisse, Espagne, Luxembourg. Oui, enfin, c'était baladé. 7-8 mois. C'est quand même un vrai truc. Vous avez beaucoup tourné.
jusqu'à maintenant. Là, l'actualité aussi fait que nous avons le plaisir de vous avoir parce que Rien ne s'oppose à la nuit va partir en tournée à partir de 12 mars. Ouais, c'est ça, exactement, du 12 mars. Monaco, La Rochelle, Château-Vallon et puis Châtillon et Clamart. Là, c'est tout autre chose. Vous partez toute seule. Oui, j'avoue que je l'appréhende. Oui, ouais. C'est un peu parce que moi j'adore les tournées. C'est vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans les tournées? Moi, alors d'abord, je mesure la chance en étant invitée ce soir. Je me suis dit, mais oui, en effet, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'aime le mouvement. J'aime de pouvoir être en mouvement avec un spectacle. J'aime l'esprit de troupe que ça implique, de collectif que ça implique, d'organisation. Je trouve que ça change toujours, ça bouscule un tout petit peu justement les rapports un tout petit peu trop hiérarchisés. Tout à coup, il y a des mélanges qui se font. Il y a des anecdotes comme ça autour des damnés aussi. Qui était un spectacle extrêmement choral avec la technique. Il y avait une présence technique très importante. C'est souvent le cas, mais disons que les damnés, c'était particulièrement flagrant. Et ce sont souvent les chefs de poste des différents secteurs qui partent en tournée. Donc, c'est souvent des personnes qu'on côtoie moins sur le plateau de Richelieu. Et puis, on se retrouve avec eux en tournée. Donc, voilà. Et puis pour eux, c'est aussi se remettre un petit peu les mains dans la pratique du plateau. Ça leur fait du bien. Enfin, en fait, c'est souvent assez sain pour tout le monde. Nous-mêmes, on se retrouve pas simplement dans notre loge à être un peu enfermés dans nos rôles. On est dans l'organisation. Est-ce qu'un tel se sent bien dans l'hôtel? Est-ce qu'un tel... On est soucieux de la... comment dire, de l'énergie du groupe, de comment les choses s'organisent. Il y a les meneurs de projets dont je peux faire partie, de fêtes ou je sais pas, des rendez-vous de visite, des trucs, organiser des petites choses qui peuvent mettre un peu des bons souvenirs et puis un peu de chaleur. En fait, c'est souvent cette dimension humaine, moi, qui m'intéresse énormément, qu'on a ici, mais qui est décuplé. Parce qu'on est un peu fragilisé aussi quand on est hors les murs, surtout dans des pays parfois étonnants, enfin dans lesquels on a moins de repères. On a la chance de pouvoir en plus tourner, souvent c'est des grands groupes. Là toute seule, ça va être... Bon, je vais pas très très loin, hein, mais ça va être autre chose, vraiment. Ouais. Mais sinon, c'est un grand collectif. Ah bah, les damnés, je revérifiais, là avant l'émission, vous étiez 52 à partir pour certaines villes. Parce qu'il y avait en plus une très grosse distribution, il y avait des figurants, il y avait des enfants, donc des personnes qui accompagnaient les enfants. Donc avec en plus la troupe, les services techniques et l'administration production, on va dire, ça faisait une très grande caravane par rapport à Rien ne s'oppose à la nuit, donc les seuls en scène pour lesquels les comédiens et comédiennes de la troupe partent seuls avec un technicien. Uniquement. Donc ils partent à 2. Donc de 2 à 52, en effet, c'est pas du tout la même expérience. Non. Mais ce que je pense aussi sur la question du groupe, c'est que je pense que la grande différence aussi par rapport à Richelieu, mais qui est plus proche de ce que vous connaissez au Studio Théâtre et au Théâtre du Vieux Colombier, c'est que l'équipe est la même quasiment du début à la fin de la tournée. Et vous êtes tous ensemble, l'équipe technique. Et même les alternances, il y en a moins normalement de comédiens et de comédiennes dans la distribution. Donc c'est vrai que la grande différence, c'est qu'il y a un groupe qui se forge pour toute une aventure. Alors qu'à Richelieu, il y a une telle alternance des équipes techniques sur les spectacles, parce que le théâtre joue 7 jours sur 7, 9 représentations par semaine, qu'il est plus difficile de constituer un groupe autour d'un projet. Et ça, souvent, ça unit un peu, comme certaines aventures qu'il peut y avoir parfois sur des créations, ou notamment les créations hors les murs, on en parlera peut-être, mais où ça forge quelque chose. Ça fédère, ça crée des marques, en fait. Et on retrouve presque le fonctionnement, on va dire, d'un théâtre presque normal, on va dire, c'est-à-dire avec un groupe qui est constitué pour un projet et qui va suivre le spectacle dans toutes ses aventures. Quand on pense aux damnés, c'est vrai que ça a tourné 2016 Avignon, 2018 New York et Londres et 2019 Anvers. Donc c'est sur plusieurs années et ça a tourné dans des endroits très différents. Plein air, pas plein air, ça aussi ça change, non, quand on joue dehors. Ah bah ça a été Épidore, donc avec Electro-Rest et puis Avignon, oui, c'était marrant. Et Orange. Ah oui, c'est vrai. On l'a fait en Andromaque avec Muriel Mayette. Et Aix, un semi plein air. Ouais.
Il y avait un petit toit. parce que Avignon, je me souviens des 4 premiers jours où on a eu ce temps magnifique. Alors, dans les costumes qu'on avait, c'était avec les martinets, tout ça. Bon, évidemment, après, ça s'est corsé un petit peu. Là, on a bien claqué des dents. Et puis, Electro reste sous les chauves-souris. Mais moi, j'étais je me disais, d'un côté, il y a les martinets, de l'autre, il y a les chauves-souris, c'est normal. C'est en termes de siècle. Voilà. Puis il y avait quelque chose, j'imagine, d'un peu vertigineux, Electro-Rest, de se retrouver avec l'histoire, avec un grand H, une espèce de concordance comme ça. Les villes qu'on citait dans la pièce étaient à 40 km de là. Enfin, c'était fou, quoi. On avait l'impression d'être dans le berceau de la pièce qui se racontait, quoi. Ouais. J'ai un souvenir hyper émouvant du début du spectacle, puisque le spectacle était ouvert par Suliane Brahim qui jouait Electre et qui s'adressait au ciel et aux dieux et aux étoiles et à la nuit, en fait. Et nous, dans le public, on pouvait lever la tête avec elle et voir ce ciel, ces étoiles auxquelles elle s'adressait. Et c'est vrai que ça fait partie des moments magiques du théâtre, où il y a une rencontre entre un texte et son contexte d'écriture qu'on a l'impression de retrouver. Donc c'est vrai que c'est des grands moments un peu exceptionnels comme ça, comme en effet pour les damnés, où en plus on ressent ensemble, c'est ce que dit souvent le public du Festival d'Avignon et du plein air, c'est que on a l'impression de ressentir encore plus avec les acteurs et les actrices, le fait qu'on est ensemble dans le même lieu. On subit ensemble les éléments, le Mistral notamment un peu froid parfois, et on voit les spectateurs qui mettent des couvertures. Toutes les matières. Bon, j'ai pas mal d'anecdotes, mais toutes les matières sur les damnés, il y avait les plumes, il y avait les cendres que jetait Christophe. Donc avec le Mistral, en fait, nous on a eu un fou rire avec Adeline Dermy, je me souviens, on salue et on voit un spectateur juste devant nous, complètement bouleversé par le spectacle. Mais alors, il était... En plus, il avait une belle chemise blanche. Il était recouvert de cendres grises. Il avait les plumes collées. Il avait notamment 2 plumes qui lui faisaient 2 oreilles de lapin. Donc, il était bouleversé comme ça. Et on voyait 2 plumes comme un lapin Et là, on s'est dit, regarde, il y a un lapin qui nous regarde. Et on a commencé à avoir un fou rire, mais en se disant, mais c'est génial. C'est-à-dire que les éléments sont allés se propulser sur les quelques premiers rangs. Voilà. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est bien. C'est vraiment un spectacle organique au niveau du son, mais aussi du toucher. Et ça, j'imagine que c'est pas un hasard, les spectacles qu'on choisit, et évidemment l'adéquation des lieux. Quand on pense aux damnés, à ce dispositif aussi, on peut pas l'emmener n'importe où. Alors, c'est un des critères les plus décisifs, on va dire, dans l'organisation des tournées pour nous. Le premier, on va dire, critère du choix, c'est celui d'Éric Ruff, donc qui a une envie artistique aussi d'envoyer un spectacle, rencontrer un public, soit dans le reste de la France, en dehors de Paris, soit à l'étranger. Et puis, il y a d'autres critères qui sont des lieux qui nous sollicitent aussi parce qu'ils ont du désir pour un spectacle, qu'ils ont très envie de présenter à leur public. Donc pareil, en France ou à l'étranger. Et ensuite, il y a en effet les considérations d'organisation, c'est-à-dire est-ce que déjà on arrive à réunir la distribution pour pouvoir jouer le spectacle. Ça, à la Comédie Française, c'est un gros enjeu puisque l'activité est multiple à travers les 3 salles et la troupe n'est qu'une. Alors, elle est environ 60 visages, mais elle doit faire beaucoup déjà à Paris. Donc ça, c'est un des premiers grands critères qui fait qu'il est plus simple d'organiser une tournée d'un seul en scène que d'un spectacle de la salle Richelieu avec 15 ou 20 membres de la troupe. Ça a des conséquences sur toute la programmation en général. Donc c'est vrai que souvent, ça doit être décidé en amont pour pouvoir trouver la bonne entente avec le reste de la programmation. Et puis, il y a en effet les considérations techniques. Tout simplement, est-ce que c'est un spectacle qui nécessite d'avoir ce qu'on appelle des dessous au théâtre, c'est-à-dire pour faire des effets, est-ce qu'il doit y avoir des trappes, des tampons, donc pour des effets qui vont avoir pendant le spectacle, est-ce qu'il faut des cintres, c'est-à-dire des équipements scéniques au-dessus de la scène qui permettent de faire monter et descendre des éléments de décor, ou pour les damnés, il y avait un énorme écran vidéo qui était nécessaire, des caméras. Et puis, combien de temps va nécessiter le montage du décor? Combien de personnes il va nécessiter? Parce qu'il va y avoir forcément des considérations économiques aussi, et pour la Comédie Française et pour les théâtres qui accueillent. Et en effet, entre accueillir 2 personnes pour Rien ne s'oppose à la nuit et accueillir 52 personnes pour les damnés, tout ce monde, il faut le loger, il faut organiser les voyages. Et en général, on va demander, même systématiquement, aux lieux qui nous accueillent, en plus de compléter par du personnel sur place, c'est-à-dire des techniciens sur place qui vont compléter
les chefs de poste dont parlait Elsa, qui vont être chacune responsable dans leur catégorie, dans leur domaine, dans leur fonction, donc à l'habillage, à la coiffure, etc. Donc ça fait beaucoup de monde et ça fait plus ou moins de monde. Donc c'est vrai qu'on essaie souvent dans l'organisation des tournées de la saison de jongler entre des petites formes, exactement comme la programmation dans les 3 salles, c'est-à-dire des petites formes qui viennent plutôt du studio théâtre, des formes moyennes qui viennent du théâtre du Vieux-Colombier, et puis des grandes formes de la salle Richelieu. Et ça nous permet en général d'essayer d'émailler un peu tout le territoire français en allant dans des plus petites communes parfois avec des plus petits spectacles, dans des grandes villes qui ont des gros théâtres, qui ont les moyens d'accueillir des grandes formes et puis qui ont le public aussi pour remplir la salle pendant plusieurs représentations, ou à l'étranger. Et puis voilà, trouver des entre-deux pour essayer d'émailler un peu comme ça, de remplir pleinement, on va dire, la mission de Théâtre National, c'est-à-dire être le plus possible un peu partout en France. Tous les ans, il y a des tournées. Tous les ans. Parce que souvent, on nous pose la question, mais tous les ans, il y a des spectacles qui partent. Sur une saison comme celle-ci, là. Cette saison, par exemple, il y a 11 spectacles qui se déplacent sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire de septembre à juillet. 11 spectacles, alors c'est beaucoup, ça fait partie des records quand même dans les dernières saisons. Une année assez gourmande. Voilà. Et ça représente, cette saison, un peu plus de 120 représentations. 120 représentations, pour vous donner un ordre d'idée, le studio théâtre ou le théâtre du Vieux-Colombier, c'est environ 180 représentations. Donc c'est quasiment une salle supplémentaire. Une salle supplémentaire, voilà. C'est vraiment la 4e salle. Mais avec le même effectif. Et avec le même effectif, c'est-à-dire que finalement la troupe ne joue pas dans 3 salles, mais dans 4, on peut dire, sur l'intégralité de la saison. Avec des spectacles, alors soit qui vont jouer plutôt en Île-de-France, ça arrive aussi, parce que c'est aussi un énorme bassin de population, en dehors de Paris. Là, par exemple, Jean-Baptiste, Madeleine, Armand et les autres va aller, n'est-ce pas, à Saint-Denis, au TGP, chez Julie Deliquet. Exactement, c'est chez Julie Deliquet. Donc là, j'imagine, parce qu'il y a quand même un gros décor, etc., tout ça a été évidemment pensé en amont, savoir que ce serait à la fois accueilli à Richelieu et au TGP, et que tout est bien pensé, millimétré pour que tout passe, l'idée de la pente, pas la pente. C'est ça, l'enjeu énorme pour les spectacles de la salle Richelieu, quand on les envoie ailleurs, dans n'importe quelle salle ailleurs, c'est que la salle Richelieu, c'est une des dernières salles françaises qui a une scène en pente. Donc une pente qui est d'environ 4%, forcément qu'il y a beaucoup de décors qui sont penser pour cette pente. Et en fait, penser pour cette pente, ça change toutes les lignes de perspective, et puis ça donne aussi que il y a des éléments de décor qui sont pensés avec des pieds qui sont biseautés, tout ça serait très bancal si c'était mis à plat. Ouais. Donc ça, c'est pensé avant un départ en tournée. Puis les équipes techniques de la Comédie Française vont faire des études, on va dire, de faisabilité, c'est-à-dire est-ce que ça rentre sur le plateau, est-ce que ça tient, est-ce qu'il faut réduire, est-ce qu'au contraire il faut élargir, est-ce que en fonction des différents spectacles et de leur typologie, est-ce qu'on va se retrouver beaucoup trop loin du premier rang de spectateurs, et donc pour les acteurs, les actrices, ça va complètement changer le rapport à la salle et ça risque d'être difficile. Est-ce qu'il faut soutenir par des micros? Toutes ces questions, c'est les discussions qu'on va avoir au fil des échanges, on va dire, avec les lieux qui nous accueillent pour trouver le bon spectacle et puis pour trouver les bons lieux au bon moment. Ça, en parlant justement de cet espace avec le premier rang, quand vous êtes à Orange dans Andromaque, j'imagine que oui, on le sent, ça. Ah oui, on le sent, oui. Oui, on le sent. En plus maintenant, il y a quand même le soutien des micros qui aide beaucoup, mais oui, c'est un peu énorme. On se sent tout petit. Ouais. On se sent tout petit. Les damnés, il y avait ces caméras qui étaient quand même qui faisaient partie de la mise en scène. D'ailleurs, il y avait un journaliste qui avait cette remarque plutôt pertinente qui disait, mais du coup, ça a fait un spectacle assez populaire parce que même les gens qui étaient tout au fond, en fait, profitaient quand même de la proximité grâce aux caméras. Alors, en l'occurrence, elles étaient très bien amenées dans le spectacle. Parce que, je sais c'est un vrai débat de savoir est-ce qu'il faut de la vidéo, pas des vidéos. Bon, là, il y en avait, mais ça avait cette vertu-là aussi de pouvoir rapprocher les spectateurs très, très loin placés de nous. Et puis c'est aussi quand on se retrouve dans des lieux, je pense à Orange, mais par exemple aussi Aix-en-Provence, on se retrouve dans des lieux qui sont pas forcément habitués à recevoir du théâtre. Donc c'est un autre public.
Ah ben, et puis c'est vrai qu'on s'était un tout petit peu préparé psychologiquement en se disant, alors pour l'anecdote, on nous avait dit non mais tu sais à l'opéra en plus les spectateurs ils ont le droit de dire ouh, ils peuvent huer la mise en scène et tout, ça se fait. Je dis ouais. Donc on s'était tous blindés, on s'était tous dit bon s'il y a des ouh, c'est pas grave, restons soudés. Parce qu'on était beau ça c'est dire surtout pour l'opéra de Katsu ou même oui déjà oui puis d'être semi-chant enfin voilà c'est justement la pièce qui était dans cette et puis c'était exactement ce que voulait Thomas hein, c'était flirter avec l'exercice justement et avec des acteurs dans ce et finalement on n'a pas du tout eu des ou et puis les gens qui n'étaient pas convaincus par la proposition se sont éclipsés doucement sans je veux dire ça a très bien marché je veux dire globalement ça a été quand même très bien reçu malgré l'étonnement je pense des spectateurs un peu déconcertés qui n'avaient pas forcément qui s'attendaient pas à voir ça mais voilà en tout cas ça n'a pas été le mais c'est une manière aussi de renouveler son rapport, j'imagine, au jeu, de se retrouver dans ce genre de circonstances. On se réinvente, on se pose d'autres questions. Oui, c'est des prises de risques, c'est des petits challenges en fait. Et puis c'est toujours pareil, comme on est dans un collectif, c'est-à-dire que les petits moments où on se dit, ouf, j'espère qu'on va pas dans le mur ou que ça va sortir ou que je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est on est vite plus fragile en fait parce que le travail est différent, les repères sont pas les mêmes, il y a beaucoup de choses qui changent mais bon c'est ce qui fait aussi le sel de nos métiers. Et quand vous êtes comme ça, Baptiste l'a un petit peu dit, mais quand vous êtes comme ça en tournée, c'est vrai qu'il n'y a plus l'alternance. On aurait tendance à se dire peut-être qu'ils se sentent un peu désœuvrés. Notamment, par exemple... En tournée d'avoir un seul spectacle dans la tête. Non, mais par exemple, je repense à Aix-en-Provence, parce qu'en plus, voilà, l'opéra a ceci d'un peu particulier qu'on joue jamais des soirs consécutifs. Donc, je me disais que pour vous, ça devait être quand même une temporalité assez différente. Complètement. De jouer une fois tous les 3 jours, qu'un seul spectacle. Oui, mais alors, du coup, justement, le fait de jouer tous les 3 jours, c'était pas mal que ce soit le même, parce qu'en plus, on crée, donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué déjà sur les combien de représentations? 10, 12. Il fallait ce temps-là. On l'aurait déjà créé à Richelieu, et puis on le faisait. Bon, en effet, peut-être que quelque chose, mais encore, je dis ça, c'est-à-dire que là, il y avait quand même, il fallait pas perdre le fil, il fallait vocalement faire attention, il y avait beaucoup de choses qui nous maintenaient quand même sur un fil. Et puis, 10 représentations, c'est pas 45 d'affilée. Bon, c'est rare en tournée, mais je pense plus à des séries comme au Vieux Colombier où d'un coup on va jouer 5 semaines ou au studio. Pour le coup, c'est ces exercices-là qui sont plus surprenants pour nous, où il y a toujours un moment où on se dit bon allez, on est à la 3e semaine, accrochons-nous, parce que l'alternance, c'est ça la merveille de l'alternance, et pour les spectateurs, mais aussi pour les acteurs, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur le fil de renouveler, de se dire tiens aujourd'hui c'est ça, tac tac tac. Enfin il y a une vivacité qui fait qu'à aucun moment on s'endort quoi. Enfin moi c'est ça que j'adore vraiment. Mais là, le fait que ce soit tous les 2-3 jours, justement, ça maintenait quelque chose où à chaque fois, il fallait être au rendez-vous et puis tenir haut la barre, quoi. Comme dans une tournée, en passant d'une étape à l'autre, en arrivant dans une nouvelle ville, en rencontrant une nouvelle salle, un nouveau public. Ah oui. Tourner, puis parfois on joue qu'une fois, 2 fois. Donc, non, on n'a pas le temps de s'ennuyer, non. Là, il va y avoir donc la tournée de Rien ne s'oppose, donc une forme peut-être de solitude. Alors vous allez pas très loin et c'est pas pendant des semaines, mais je me dis que là, oui, il y a quelque chose de très différent. Est-ce que finalement on a un peu envie de cette espèce de parenthèse? Alors, au départ, d'ailleurs, le projet, c'était que je puisse le tourner un peu plus. Puis justement, on s'est heurté à ça, c'est-à-dire que avec la reprise au TGP, Lucrèce, puis ensuite Écube qui viendra pour Avignon. On va en parler. En fait, ça bloquait en fait, la petite fenêtre qui permettait pour moi de tourner ce spectacle s'est réduit très considérablement. Donc il y a eu des propositions de tournée qu'on a dû annuler parce que j'étais pas dispo pendant 1 mois et demi, ce qui aurait été peut-être le cas. Alors peut-être on verra
comment elle se passe, ces 8-10 dates, on va voir comment ça se goupille, comment moi je le vis aussi, et puis peut-être on verra dans l'équilibre de la troupe et des uns des autres qui ont des signulis comme ça, s'il y a une possibilité d'une autre petite fenêtre à un autre moment. Mais on en fera l'expérience là. Mais j'avais envie juste de dire que, comme je pense à ces chaises qui sont là avec nos noms, moi je me sens pas toute seule sur scène dans Rien de s'opposer à la nuit. Je suis avec mes fantômes, alors ça va. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles de tournée qui sont très différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a les tournées, on part pour une aventure, ce que tu décrivais de ton entrée pour Don Juan, c'est-à-dire on part en tournée ensemble pour plusieurs mois et on passe d'une ville à l'autre. Et puis il y en a d'autres qui sont plus lâches, on va dire, dans le calendrier et qui font que les acteurs et les actrices de la troupe doivent à la fois partir en tournée, revenir un peu à Paris, repartir en tournée. Donc ça arrive aussi. Il y a les parenthèses un peu exceptionnelles. Les années, ça a été beaucoup plus à chaque fois une étape un peu exceptionnelle dans une ville plutôt que l'itinérance de la tournée dont on passe d'une ville à l'autre. Donc voilà, il y a des formats très différents les uns des autres. En ce moment, il y a la puce à l'oreille qui tourne. Oui. Ils étaient à Caen la semaine dernière. Ils sont à Montpellier cette semaine. Voilà, donc là, c'est plus des aventures. On passe d'une ville à l'autre, le camion circule d'une ville à l'autre, l'équipe technique aussi et la distribution, avec parfois des allers-retours à Paris parce que la programmation peut nous contraindre et qu'il est très difficile de tout faire entrer. Mais en tout cas, on a plus la notion d'une aventure, on va dire, qui s'écoule du début à la fin de la tournée. Je me souviens des décors des damnés qui avaient pris le bateau. Oui. C'était une histoire de bateau pour New York. Fasciné. Oui, pour New York. Le décor voyagé par les mers. Ah oui, c'est vrai, c'était fou ça. Ah oui, c'est fou. Parce qu'il y avait eu un retard de bateau, enfin il y avait tout un truc, mais j'avais l'impression d'être dans un temps, je sais pas, c'était... Là, on prévoit une tournée en Chine bientôt, pour la saison prochaine. Là aussi, c'est un voyage... Donc les premières questions qu'on nous pose, c'est pour les fonderies de Scapin. C'est combien de conteneurs sont nécessaires sur le bateau pour transporter les décors et costumes. Alors c'est vrai que ça crée forcément un peu d'appréhension chez tout le monde, se dire, mais alors combien de mois d'avance il faut prendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème? Et si jamais le conteneur était perdu, les costumes, les décors, comment on va jouer le spectacle? Donc c'est vrai que ça crée un peu plus. D'un coup, il y a vraiment, on renoue avec le sentiment de la tournée comme un grand voyage, beaucoup plus. Et on se sent quand on part comme ça en Chine ou à Moscou, on se sent ambassadeur de sa culture. Oui, et puis on est reçu comme tel, c'est-à-dire qu'il y a un accueil, comme la Comédie Française, on sent qu'il y a un bonheur partagé d'ailleurs, mais une fierté. Ça, c'est assez flagrant en tournée en fait. On sent qu'on est vraiment un symbole de la culture française, d'un patrimoine français. Il y a quelque chose de sacralisé vraiment autour de ce nom-là. D'être une actrice de la troupe, dans l'inconscient collectif, c'est fou ce que ça véhicule, quoi. À l'international. À l'international et en France aussi, mais à l'international, c'est énorme. À l'international, on sent aussi on ressent d'autant plus, en effet, le simoule, on va dire, de la troupe que le singulis. C'est-à-dire que selon les pays, il y a des membres de la troupe qui sont connus du grand public par le cinéma ou la télévision, qui tout à coup ne le sont pas du tout. Et donc, en fait, ce qu'on ressent, c'est un accueil de la troupe et dans ce qu'elle incarne comme, en effet, institution française. Mais c'est une chose qu'on ressent très fortement. Moi, par exemple, je suis parti pour la première du Tartuffe qui se jouait à Budapest, en Hongrie, au Théâtre National cet automne. Je suis arrivé, puis à la fin du spectacle, normalement, il y avait donc un petit pot de première, d'accueil, on va dire. Et l'un des représentants de la troupe de ce Théâtre National de Budapest m'a accueilli en me disant « Alors, je crois que vous êtes le représentant... On m'a dit que vous étiez le représentant de la Comédie Française. Je vais faire un discours. Donc, vous aussi, j'imagine. Je vais vous remettre un cadeau. On va aller sur l'estrade, il y a un micro. L'ambassadeur est là, etc. » Donc là, c'est vrai que tout à coup, on ressent une chose de « Ah oui, on ressent à quel point c'est un événement. » Et en même temps, quand on revoit le passé, on se dit, voilà, la Comédie Française n'était pas allée à Budapest depuis 2006, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de temps. Et je l'ai ressenti aussi là, sur la préparation des fourberies de Scapin en Chine, où le ministère nous contacte, le président Macron veut annoncer la tournée de la Comédie Française en Chine dans le cadre de l'année franco-chinoise.
C'est vrai qu'on le ressent très très fortement. Et ce qui est très différent du rapport qu'on a avec les déplacements dans le reste de la France, en dehors de Paris, dans toute la France, où là, ce qui va être accueilli, c'est à la fois la troupe, mais aussi plus un spectacle, une mise en scène, plus dans le détail, on va dire, que uniquement ce qu'incarne l'image de la comédie française, au même titre que le ballet de l'Opéra de Paris, par exemple, qui partirait en tournée à l'étranger. Oui, tout à fait, ou des grands orchestres. Je pensais à Lucrèce que vous jouez en ce moment. Lucrèce, ça a été aussi une tournée 2017. En Russie, à Moscou. Et à Montréal. Et à Kiev. Non, pas Kiev. Moscou et Montréal, c'est ça. Et Montréal, ouais. Et Montréal. Et ça, est-ce que ça fait un ferment particulier quand par exemple vous êtes là sur la scène de Richelieu, de se souvenir de ce vécu-là? Oui, puis Lucrèce, voilà, c'est un gros spectacle. Voilà, la troisième reprise, enfin la deuxième reprise me concernant, c'est vraiment un grand bonheur de retrouver ce spectacle. D'abord parce que j'aime énormément ce spectacle. Je sens qu'il était attendu. Il y a des gens qui l'ont déjà vu, qui veulent le revoir, et puis des gens qui ne l'avaient pas vu, qui cherchent à le voir. Donc bon, ça c'est très agréable. Et puis ces souvenirs-là, là aussi, c'était des tournées merveilleuses. Qui nous laissent des souvenirs très forts, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des spectacles qui se nourrissent de la tournée. En tout cas, on le sent quand on a un sentiment chez certains acteurs et actrices de la troupe qui reviennent de tournée chargés de l'expérience. Alors c'était notamment flagrant pour Electro-Rest à Épidore, parce que c'est vrai que ce spectacle s'est nourri dans sa dramaturgie, dans sa force, dans un rapport on va dire presque tellurique, on va dire, au lieu, et qu'il a retrouvé Salle Richelieu avec la boue. Mais il y a des spectacles comme, moi j'ai des souvenirs des Fourberies de Scapin qui tournaient en France, et où on parlait avec la distribution qui disait mais on est galvanisé en fait d'avoir parcouru comme ça des villes en France, d'avoir rencontré plein de publics, d'avoir eu des réactions différentes, de la joie, et puis de renouveler un rapport au public différent. Et parfois ça charge les acteurs et les actrices avant des reprises aussi à Richelieu. Il y a un spectacle qui a vécu aussi d'autres choses et qu'on ramène avec soi. Dans le cas d'Electro-Rest, et puis je pense aussi là à l'Opéra de Katsu, il y a eu aussi un retravail, grâce à la tournée, un retravail du metteur en scène sur des choses qui ont paru évidentes, en fait, des trouvailles qui tout à coup se trouvent en plein air ou dans un autre espace, et qui à chaque fois étaient très bénéfiques dans quelque chose qui se... des petits, ça gomme un peu, quoi. Tac, 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 ça enlève un peu quelques scories, ça rassemble un peu des rythmes, c'était, dans les deux cas, c'était très, très intéressant. Et vous avez évoqué un petit peu l'été prochain, rapidement, cette Écube, dont ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas encore grand-chose. C'est donc le Festival d'Avignon. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous non plus, on ne sait pas encore très bien. Thiago est en cours d'écriture, donc on a eu deux premières sessions, une session d'une semaine début décembre, et puis une là la semaine dernière, sur 5 jours, disons. 5 après-midi avec lui, à lire d'abord les traductions d'Euripide concernées, et puis lui, sa méthode de travail qui est d'écrire lui-même la pièce avec les éléments d'Euripide, mais aussi, là, ce sera mélangé avec une histoire contemporaine, en l'occurrence la vie de l'actrice qui joue Écube, en l'occurrence moi. Mais voilà, mélanger un petit peu l'univers personnel de cette femme, avec les répétitions d'Euripide, et voilà, il va faire un mélange, mais il est en cours d'écriture. On est en plein laboratoire. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle production qui est imaginée avec Thiago Rodriguez, parce que Éric Ruff, ça faisait déjà quelques temps qu'il était en contact avec lui pour imaginer un projet, et donc là, autour des cubes d'Euripide, dans lequel donc Elsa Le Poivre jouera le rôle principal, et c'est vrai que Thiago Rodriguez devenant directeur du Festival d'Avignon, c'était une très belle occasion pour la Comédie Française de revenir à Avignon après les années dans lesquelles il y avait déjà Elsa Le Poivre. Donc de retrouver le festival, le spectacle sera créé là-bas et partira ensuite en tournée en Europe pendant plusieurs mois,
Donc plus une grande aventure comme Elsa l'a connue à son entrée, une tournée européenne de plusieurs mois, avant de trouver enfin le public de la salle Richelieu, donc dans la saison prochaine. Oui, il y a pas mal de choses comme ça qui finalement vont se créer ailleurs et qui arrivent dans un second temps. Là, l'équipe des Cubes, d'ailleurs, on est plusieurs à avoir fait Épidore déjà, Oui. parce qu'on va retourner à Épidore aussi. Oui. Et on est 4 quand même. Il y a Gaël, Loïc, Denis, Éric Genovese. Éric Génaud et moi, 5. Oui. Oui. Voilà. Ouais. Et puis Avignon, les damnés, c'était Loïc et Denis. Denis, Éric Genovese aussi. Oui. Et Génaud. Ouais. Voilà. Avignon, c'est un public particulier pour. Ah ouais, c'est assez. Ouais. Mais bon, moi, j'y allais pas beaucoup, moi, comme spectatrice. Enfin, c'est arrivé, mais pour voir des amis, faire un saut, mais. En fait, c'est fou, les passionnés que c'est, des gens qui sont boulimiques de théâtre comme ça, c'est vraiment. Non, c'est une aventure forte, ouais. Et c'est aussi un public qui a une partie internationale. Au même titre que l'Opéra de Katsu à Aix, ce sont des spectacles qui souvent sont accompagnés de surtitrage parce que il y a aussi des spectateurs et des programmateurs, des professionnels du monde entier qui viennent dans le chaudron d'Avignon, on va dire, pour découvrir et profiter pleinement de l'expérience du festival. Donc ça, c'est aussi un des enjeux pour les acteurs et les actrices, c'est d'être face à un public qui parfois ne parle pas la langue française. Oui, Voilà. c'est clair. Aussi, c'est de jouer devant un public qui lit les sous-titres. C'est un tempo différent. Bah, là, on est quand même. Là, quand c'est mélangé, ça va. Oui, puis quand on est à Avignon, pour le coup, on se dit c'est à eux de suivre. Non, mais quand on Par est contre, Moscou, moi, par j'ai exemple, souvenir ou quand on s'imagine d'une en tournée Chine. dont c'était la tournée du mariage de Figaro, qui a été une tournée énorme. C'était l'époque d'Olivier Giel qui a passé le bâton de relais à Baptiste et ses équipes. Et Olivier s'est occupé pendant des années, 50 ans, pas toujours des tournées. Il est passé par beaucoup de postes, mais bon, je pense beaucoup à lui parce qu'il a plus de 25 ans, je crois, les tournées en tout cas. Pour lui, Oui, ouais. oui. Et on a fait des voyages extraordinaires, et notamment ce mariage de Figaro, mis en scène par Christophe Roque. On est parti, on a fait toute une grande tournée russe et sibérienne, en fait. On a pris le transsibérien. Un petit peu, enfin, on rentrait dans l'hiver. Ouais. On a fait tout un petit, mais c'était hallucinant. Enfin, le transsibérien avec la troupe, la technique russe et les techniciens russes et les techniciens français, c'était fou. C'était complètement fou avec les camarades, avec Laurent Stocker, Benjamin Jungers, on était Michel Viermoz, à qui je pense beaucoup. Et voilà, et c'était une tournée fabuleuse, et donc j'ai souvenir de ce mariage de Figaro où on joue comme ça, et que c'était assez vivant. Enfin, en plus les décors, c'était juste des toiles comme ça qui tombaient, tout ça. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait jouer un petit peu plus lentement, parce que tout à coup il y avait une phrase un peu avec un effet, quelque chose un peu drôle. Donc, on savait que les gens lisaient, mais d'un coup, on sort le truc, il y a un grand silence, donc on a l'impression de faire un bide. Et puis, le temps que les gens fassent... Et alors, en second temps, on entend... Sauf que nous, on est passé à autre chose entre-temps. Donc, à un moment donné, on se dit... Oui, donc dès qu'on fait... Et alors mais on prend juste le petit temps avant pour que les gens juste aient le temps de relier l'image sans casser le rythme de la comédie. Enfin voilà, ouais. Il y avait un tout petit petite mise au point comme ça. Un petit truc d'écoute aussi. Oui. Ouais, clairement. C'est sûr la puce à l'oreille en tournée à l'international, ça aurait un gros enjeu, par exemple. Parce que, par exemple, le Feydeau, tout repose sur le rythme et la rapidité. Là, une partie du public serait peut-être un peu perdue. Parce qu'après en Chine, ça promet aussi quand même une certaine idée du rythme, aussi un peu différente. Sur la fin de la saison, là, il y a donc, la fin de la saison, en même temps, on n'est même pas au mois de mars, mais rien ne s'oppose à la nuit. On a parlé, en effet, de la puce qui est en tournée en ce moment même, d'Avignon cet été, de Jean-Baptiste, Madeleine, qui va pas très loin, qui va à Saint-Denis. Il y en a d'autres encore sur la dernière partie de saison. Il y a donc le mariage forcé, dont les répétitions ont démarré pour la reprise d'un spectacle du Studio Théâtre, donc qui va d'abord se jouer un peu à Paris et puis ensuite à Lyon.
Et puis il y a aussi donc je me reprends dans les seuls en scène, donc celui d'Elsa Le Poivre, on en a parlé. Il y a aussi celui de Anne Kessler qui joue encore une représentation à Bruges et qui a joué depuis le début de la saison à Paris, mais aussi à Saint-Malo, à Bastia, à Chartres. Il y a Françoise Gillard avec l'événement d'Annie Ernaux qui va jouer à Trappes, à Saint-Malo aussi, à Lille notamment. Il y a aussi Christian Gonon qui va jouer une représentation de son seul en scène à Paris, La pensée, la poésie, le politique. Il y a Pierre-Louis Calixte qui a joué en Ardèche, Molière Matériaux, son seul en scène. Les seuls en scène. Voilà, donc ça c'est la scène. Et puis en début de saison, il y avait Le Tartuffe. Le Tartuffe, ouais. Donc il a joué en Hongrie, mais aussi à Mulhouse, à Antibes, à La Rochelle. Alors à La Rochelle, là, il y a La puce à l'oreille qui s'est jouée aussi, qui se joue. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme destination? Lorient, bien sûr. Voilà. Après, dans tout le maillage, il y a des partenaires qui reviennent régulièrement, qui sont des villes avec lesquelles on travaille souvent: Antibes, Lyon, Nice, Montpellier, où on va aussi avec La puce à l'oreille, La Rochelle, donc Lorient, et puis à l'étranger aussi, Genève, Anvers, dans les villes proches. Et puis il y a aussi des villes où on va très souvent avec des seuls en scène, donc je disais Saint-Malo, Bastia, mais aussi Castelnaudary. Donc c'est vraiment un maillage qu'on essaie de rendre le plus serré possible. Aix-en-Provence aussi avec La puce à l'oreille. Voilà, j'en oublie certainement. Bah non, mais on voit bien la vitalité. Et je me demandais dans quelle mesure les représentations aussi qui sont filmées, qui sont dans les cinémas, sont une manière aussi de faire tourner la troupe. C'est un grand complément, c'est-à-dire se dire assumer la mission pleinement de Théâtre National, puisque ce qui est une grande difficulté, puisque être un théâtre national, forcément le théâtre étant éphémère par essence et se présentant dans un rapport physique, on est assez contraint par la localisation. Donc en étant à Paris, on profite d'un grand bassin de population qui est l'Île-de-France, plus bien évidemment aussi beaucoup de Français qui habitent en dehors d'Île-de-France et qui viennent pour un week-end, pour des vacances, et qui viennent voir des spectacles de la Comédie Française. Il y a la tournée qui aide à se rendre dans tous les territoires. Et puis, il y a bien sûr l'audiovisuel qui a un complément nécessaire. On sait qu'on présente autre chose, c'est-à-dire l'expérience n'est pas la même pour le spectateur, mais il y a le sentiment quand même de pouvoir s'adresser à un public encore plus large. Donc là, c'est le partenariat avec Pathé Live. Il y a eu Cyrano il y a peu de temps. Il va y avoir Macbeth, et puis avec France Télévisions, beaucoup. Bah nous, c'est un peu fou, hein. Le Pathé Live en direct, c'est une aventure pour les acteurs, c'est dingue. Parce qu'on a les 850 de la salle, ce qui est de toute façon à chaque fois un saut un peu dans le vide, hein, quand même. Et puis de se dire, parce que je sais plus en termes de, c'est quoi, 40 000? Ça monte jusqu'à 20 000 spectateurs en direct dans un peu plus de 200 salles en France. Donc les petits textos. Nous serons là et de se dire, en fait, là, j'ai conscience que de toute façon, je ne peux pas me transporter, mais je suis avec les gens présents et je sais que là, je suis quand même en direct, en même temps avec toutes ces personnes qui sont dans des salles de cinéma et les gens et l'émotion pour eux de se dire, c'est pas retransmis, c'est là. S'il y a un souci, les gens de la salle, c'est le même. En tout cas, ça crée une petite pression supplémentaire pour nous. Puis il y a l'extraordinaire instrument, on va dire, qui est la télévision publique avec France Télévisions et Arte aussi, plus maintenant le replay qui augmente le nombre de personnes qui peuvent visionner. Mais il est vrai qu'il y a en plus dans l'expérience Pathé Live le fait d'être presque dans une expérience, en tout cas de rendez-vous de spectacle, puisque on a réservé sa place, on est assis dans un fauteuil, dans un autre lieu, on n'est pas chez soi, le son n'est pas le même, l'écran est très large, donc on a une expérience. Et où, quand on est spectateur dans une salle de cinéma, moi j'en ai fait l'expérience parce que je travaille sur cette partie-là aussi, et on ressent une émotion parce qu'on sait que le spectacle se joue en direct. Le fait de le savoir, et en plus les réalisateurs qui travaillent sur ces captations font en sorte qu'on entende la salle, qu'on la voit, parce que ça fait que le spectateur se sent aussi un petit peu dans l'expérience aussi. Mais toi, tu as connu ça aussi pour Arte avec en direct pour l'Opéra de Katsu cet été encore. Donc c'est vrai que c'est une grande part. Et ça change aussi pour le théâtre. C'est d'une manière aussi d'être filmé, d'avoir des
des plans rapprochés. C'est-à-dire que oui, longtemps, le théâtre filmé, ça paraissait un peu ringard. Oui, voire même... il y a eu, ça a permis de se populariser très grandement, mais après il y a une espèce de déclin de ça où les gens disaient c'est un peu parce que c'était un peu filmé, c'était un peu brut de décoffrage. C'est vrai que maintenant les réalisateurs qui s'emparent des spectacles créent une dynamique, ont vu le spectacle plusieurs fois, enfin ils signent une mise en scène qui en tout cas qui ne fait rien perdre. C'est peut-être pas le spectacle tel qu'il est mis en scène ça l'est, mais il y a des zooms forcément qui sont faits, des points de vue qui sont choisis par le réalisateur, mais peu importe. En tout cas, c'est au service de l'histoire qui se raconte et c'est très juste. Et Elsa parlait d'Olivier Giel tout à l'heure, qui non seulement a été un des grands artisans de la comédie française en tournée pendant de très nombreuses années, donc en France et dans le monde entier, mais aussi de l'activité audiovisuelle, donc comme un complément essentiel. Et en fait, c'est là aussi qu'on se rend compte que d'autant plus à quel point ça va ensemble et à quel point en fait c'est dans la continuité. Et puis parce que je disais toutes les considérations pratiques qui font qu'on peut pas être partout à la fois. Et puis il y a les considérations environnementales qu'on prend en compte aussi maintenant dans la construction des tournées. Comment voyager. Voilà, comment on fait voyager les personnes, jusqu'où on privilégie le train plutôt que l'avion, comment on fait en sorte aussi de construire des itinéraires de tournée qui soient les plus cohérents possibles dans le déplacement, ne serait-ce que des éléments de décor et de costumes, donc des camions. Et puis, l'audiovisuel, là aussi, nous aide parce que c'est un complément, là aussi, qui nous permet d'atteindre des spectateurs, des spectatrices dans notre mission de théâtre national en France et à l'étranger, autrement qu'en déplaçant donc jusqu'à 50 personnes, qui est l'objectif, qui est ce qu'il y a de merveilleux dans l'expérience du spectacle vivant, mais on offre un petit complément, une petite poursuite avec l'expérience audiovisuelle, même radiophonique avec France Culture. Ah bah oui, ça c'est sûr. On imagine le nombre de spectateurs. En fait, il y a déjà ces 3 salles, il y en a une 4e qui est la tournée, et puis en plus il y a le cinéma, la radio et la télévision. Le 12 mars, ça approche. Vous êtes clac en train d'être à la fois dans Lucrèce, de recommencer avec votre texte de Rien ne s'oppose à la nuit, de préparer Écube, on l'a entendu petit à petit. La mémoire chauffe là en ce moment. Et puis, vous l'avez dit, Baptiste, le mariage forcé, c'est l'objet de l'émission de lundi prochain avec Béline. Le mariage forcé qui se déplace donc d'abord pas très loin au Théâtre du Rond-Point et puis ensuite Colombes et Lyon. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus donner un peu cette carte comme ça de la comédie française sur les routes. Et merci beaucoup à Elisa Budin et Zélie d'Allemagne cette semaine d'avoir été avec nous. Vous avez donc rendez-vous lundi 19h avec Béline. Merci.